Tu ne croyais pas t'en tirer si facilement, non? À Warfront, on avait failli passer une semaine entière sans épisode sur l'Iran. C'était un bon moment parce que j'étais en vacances entre cette semaine-là, et il semblait que, peut-être, juste peut-être, on allait pouvoir passer à d'autres sujets. Mais ça, c'était avant ce week-end, bien sûr. Aujourd'hui, l'Iran et les États-Unis reprennent leur affrontement, presque aussi intense que lors de l'opération Fureur épique. Washington a frappé plus de 300 cibles dans tout le pays en 3 jours, tandis que l'Iran tente de suivre en lançant drones et missiles sur des pays du Golfe. Et ce mémorandum d'entente qui était censé instaurer la paix dans la région, eh bien oui, il semble bel et bien mort. Comme le président Trump promet d'aller plus loin avec des frappes sur les infrastructures ennemies, nous pourrions être à l'aube d'une nouvelle guerre totale. De retour. D'accord, alors qu'est-ce qui a réellement mal tourné cette fois-ci pour qu'on se retrouve à la case départ? Ce n'était pas un incident isolé, mais une montée progressive d'échanges de représailles limités qui ont finalement mis fin au protocole d'accord. Comme souvent, les désaccords portaient sur le détroit d'Ormuz et la gestion du transit des navires commerciaux. L'Iran insiste depuis un certain temps pour facturer des frais de service aux navires qui traversent, et les États-Unis répondent « Oui, bien sûr, tu parles, jamais de la vie ». Le détroit assurait 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole avant le 28 février et s'est vite imposé comme l'un des principaux leviers, sinon le principal de la République islamique sur les États-Unis, leurs alliés du Golfe et le reste du monde. Après une démonstration pareille, l'Iran est résolu à exercer un contrôle maximal sur le détroit, quel qu'en soit le prix. Tout cela a conduit à de multiples échanges entre les États-Unis et l'Iran qui se sont intensifiés au cours des dernières semaines. Chaque échange a plus ou moins suivi le même schéma. L'Iran tirait sur un navire transitant au large des côtes d'Oman, dans des eaux situées en dehors de la zone qu'il pouvait contrôler directement et qu'il a donc interdit au navire d'emprunter. Les États-Unis intervenaient et bombardaient en quelques cibles en Iran en réponse, puis la République islamique bombardait à son tour divers pays du Golfe. Cela se répétait plus ou moins jusqu'à la semaine dernière lorsque le CGRI a frappé et sérieusement endommagé le GFS Galaxy. Le navire aurait pris feu et un membre de son équipage reste porté disparu. La patience de Washington était déjà à bout. L'accord visait à rétablir la circulation dans le détroit d'Ormuz avec les 300 milliards de dollars de financement international prévus pour l'Iran. Et pourtant, après tout cela, les navires continuaient d'être attaqués, et l'Iran ne cédait pas d'un pouce sur les droits de passage non plus. Il fallait agir. Et, vous pouvez deviner ce que cela signifiait. Les bombardements ont vraiment commencé à s'intensifier à la fin de la semaine dernière et pendant le week-end, le commandement central des États-Unis affirmant avoir frappé plus de 300 cibles en 3 jours. Ce n'est pas l'ampleur des bombardements du début de la guerre, mais c'est une escalade notable. Comme les cibles étaient surtout sur la côte plutôt que réparties dans tout le pays, ils faisaient clairement bien plus que des frappes ponctuelles. Cet effort visait à limiter la capacité de l'Iran à attaquer la navigation dans le détroit et marque la première utilisation en combat de bateaux-drones américains. Dimanche, 3 drones Corsair fabriqués par la société Saronic se sont rendus sans équipage à bord jusqu'au port de Bandar Abbas, où ils ont fait exploser une installation d'entretien de sous-marins et de navires. Washington n'avait auparavant utilisé ces appareils qu'à des fins non létales, notamment pour secourir l'équipage d'un hélicoptère Apache abattu plus tôt cette année dans le détroit. Étant donné que les États-Unis étaient bien sur la défensive face aux drones iraniens depuis qu'ils ont lancé cette guerre, les frappes de dimanche représentent un tournant potentiel où Washington semble prendre plus au sérieux le rôle des navires de surface sans pilote, ainsi que des drones aériens comme le Luka, une copie quasi directe du Shahed 136 iranien. Fait intéressant, non seulement Washington ou Jérusalem menaient des frappes ces derniers week-ends, mais aussi plusieurs pays du Golfe. Alors que les Émirats auraient n'en participé au combat précédent pour se défendre, ces rumeurs marquent un tournant. Plus de pays du Golfe semblent prêts à riposter contre la République islamique après des mois passés sous le feu. L'Iran, de son côté, a continué de tirer durant toute cette période. Tous les États du CCG, sauf l'Arabie Saoudite, ont passé le week-end à esquiver et à abattre des drones ou des missiles. Bien que Téhéran prétende cibler uniquement les bases américaines dans la région, il néglige où tombent les projectiles, souvent sur des infrastructures civiles. Le Qatar tentait de relancer les négociations jusqu'à ce que les gardiens de la révolution iranien déclarent de nouveau le détroit fermé. Trump a alors annoncé le rétablissement du blocus sur les ports iraniens. Le blocus était crucial, représentant le principal levier de Washington contre la République islamique, que ceux favorables à la négociation avec les États-Unis cherchaient absolument à éviter. L'Iran dépend largement du pétrole pour ses revenus, et le blocus a fortement limité ses exportations. À partir de 16 heures,
Hier à 16h de la côte Est, le blocus a repris officiellement. Mais rien de tout cela n'a permis de résoudre le plus gros problème de la région en ce moment. Après des centaines de frappes, Hormuz ne bouge toujours pas. Avant d'aborder la question de savoir si Washington peut réellement prendre le détroit par la force, un petit mot sur notre site d'abonnement fronts.co où nous approfondissons énormément tout ce qui concerne le Moyen-Orient et bien plus encore. Pour seulement 5$ par mois ou 50$ par an, vous avez accès à 2 articles rédigés par des experts ainsi qu'à 2 vidéos chaque semaine, en plus d'une série de podcasts allant de le Middle East Roundtable de notre équipe à une sélection tournante d'analystes que nous mettons en avant dans une émission appelée Due South, c'est fronts.co. Et maintenant, revenons au chaos qu'est le détroit d'Ormuz. Prendre Hormuz. Maintenant, en ce qui concerne le détroit d'Ormuz, il y a eu des discussions pour savoir si les pays du Golfe pourraient simplement s'en passer complètement et acheminer leur pétrole ailleurs. On comprend facilement pourquoi cela paraît attrayant. Nous avons d'ailleurs un épisode dédié à ce sujet. Étant donné que 300 milliards de dollars n'ont pas suffi à convaincre Téhéran d'ouvrir le détroit, il est aisé de comprendre pourquoi le monde pourrait juger nécessaire des approches non orthodoxes. Un précédent existe pour une telle opération. Pendant la guerre Iran-Irak dans les années 80, Téhéran avait en gros déclaré la chasse ouverte à tout navire provenant du Koweït, qui opérait dans ou autour d'Ormuz. À l'époque, le Koweït aidait Saddam Hussein en Irak. C'est une très longue histoire. Les États-Unis, voyant une menace pour la navigation internationale, sont intervenus massivement avec l'opération Ernest Will. Ils ont changé le pavillon des pétroliers koweïtiens et les ont escortés, ce qui a partiellement réussi. Ils ont pu escorter environ 270 navires, répartis sur plus de 100 convois sur une période d'environ 1 an. Le problème, bien sûr, c'est que avant la guerre, le détroit d'Ormuz en 2026 enregistrait en moyenne plus de 100 passages par jour, ce qui remet sérieusement en question cette façon de voir les choses. Les États-Unis ou tout autre pays n'ont pas la puissance navale pour escorter autant de navires avec une protection suffisante contre les tirs iraniens. Il y a quelques mois, un expert estimait qu'il faudrait jusqu'à 12 navires de guerre pour escorter un convoi de 10 navires, et même pour les navires qu'Ernest Will a réussi à faire passer, certains d'entre eux n'y sont arrivés qu'à peine. Lors du tout premier convoi de l'opération, un superpétrolier appelé le Bridgeton a heurté directement une mine, et dans un autre incident, l'USS Samuel B. Roberts a failli couler dans des circonstances similaires. Pour donner un peu de contexte, comparer l'Iran des années 80 à l'Iran de 2026 en termes d'équipement militaire et de capacité, c'est comme comparer les États-Unis au Costa Rica, vous savez, le pays qui n'a pas du tout de forces armées. Je veux dire, ce n'est peut-être pas aussi dramatique que ça, mais vous voyez l'idée. À l'époque, l'Iran venait de sortir de la révolution de 1979, subissait de lourdes pertes contre les forces de Saddam Hussein et manquait de puissance de feu pour le détroit. Le champ de mines rencontré lors de la première tentative de l'opération Ernest Will comptait environ 9 mines, placées le long d'une voie de navigation. Même si ces mines avaient été posées alors que des navires iraniens tiraient sur tout ce qui semblait lié au Koweït, ce n'était clairement pas le meilleur moment de la République islamique. Ce changement majeur s'explique principalement par la maîtrise iranienne de la guerre asymétrique. Au cœur de tout cela se trouve bien sûr leur programme de drones, qui s'est avéré incroyablement difficile à stopper, étant donné qu'ils peuvent produire autant de drones à un coût aussi bas. Les États-Unis et leurs alliés régionaux sont vulnérables à ces attaques, car ils dépendent de missiles coûteux et difficiles à produire, conçus pour une autre époque pour intercepter ces drones. Un intercepteur Patriot, par exemple, peut coûter environ 4 millions de dollars par tir et peut prendre 1 an à produire, tandis qu'un drone Shahed iranien coûte à peine 28 000 dollars et peut être produit en masse en très peu de temps. Pour les États-Unis, l'équation ne tient tout simplement pas. De toute évidence, toute opération visant à rouvrir le détroit d'Ormuz serait un combat difficile. Encore une fois, étant donné que la diplomatie n'a pas vraiment fonctionné la dernière fois, Washington pourrait décider qu'il est temps de dire « Tu sais quoi, tant pis, essayons quand même ». Ce serait un pari risqué qui pourrait faire paraître les États-Unis encore plus faibles face à la République islamique si cela échoue. Mais ils pourraient quand même essayer. Si c'était le cas, divers experts ont étudié ce qui les attendrait et ce qu'il faudrait pour que cela arrive. Jason Campbell de Middle East Institute, qui avait auparavant travaillé pour le Pentagone et la Rand Corporation, l'a dit clairement. Ce que Washington nie depuis longtemps entrerait en jeu dans tout conflit avec la République islamique, je cite, « Il est très difficile d'imaginer un scénario où l'on pourrait sécuriser le détroit d'Ormuz de manière satisfaisante sans force terrestre. » Donc oui, nous en sommes à ce stade-là. Encore une fois, cela ne veut pas dire que les États-Unis vont déployer des troupes au sol, mais il vaut la peine de discuter de cette possibilité étant donné l'ampleur que représenterait probablement une telle opération.
Selon Campbell, avec la longue côte iranienne près du détroit, Washington devrait engager des dizaines de milliers de soldats. Michael Eisenstadt de Washington Institute partage une vision tout aussi sombre, affirmant qu'une telle opération mobiliserait une très grande partie de la flotte américaine pour une durée essentiellement indéterminée. L'Iran n'aurait besoin de réussir qu'une fois sur 100, voire 1000, en lançant un drone depuis n'importe quel point de sa côte contre la navigation internationale. Pendant ce temps, les forces américaines devraient réussir à stopper ou intercepter chaque lancement pour espérer un retour à la normale, même partiel, dans le détroit d'Ormuz. Si des forces américaines devaient rester dans le pays le long de la côte, et pour que cela fonctionne, elles devraient presque certainement y rester dans une certaine mesure, elles seraient assurées d'être fréquemment la cible de tirs iraniens. Et tout cela en gardant à l'esprit la toute première règle de la défense aérienne. Aucun système n'a un taux de réussite de 100%. C'est difficile à vendre pour tout président, mais cela passera encore plus mal pour Trump, qui a longtemps défendu le mantra « pas de nouvelle guerre ». Cela a toujours été plus compliqué qu'on pourrait le supposer au premier abord. Il a passé pratiquement toute sa vie d'adulte à critiquer l'Iran et à ordonner l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani lors de son premier mandat. Mais il ne s'agissait jamais de guerre longue et prolongée, et même s'il reste peu probable qu'il engage un nombre important de forces terrestres dans cette campagne, il semble de plus en plus qu'il s'est lancé dans un conflit qu'il ne pourra pas conclure de sitôt. Pas de reddition. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit des pays obtenir la promesse de recevoir 300 milliards de dollars, puis passer quelques semaines à y réfléchir, pour finalement revenir et dire « je crois que nous allons refuser ». Et même si la situation avec l'Iran est un peu plus compliquée que cela, ce n'est pas une totale déformation de ce qu'a été l'approche du régime. Cette logique vient en partie des postes récemment pourvus au sein du gouvernement iranien, où des jeunes radicaux extrémistes ont remplacé des figures plus âgées éliminées tôt dans la guerre. Leur mort a largement renforcé le pouvoir des durs de les gardiens de la révolution par rapport aux politiciens plus pragmatiques, qui étaient au moins un peu plus disposés à coopérer avec Washington. Ces responsables affirment que, le détroit d'Ormuz étant crucial pour la sécurité du régime, l'Iran doit en garder le contrôle total en tout temps, affirmant même dominer le détroit, quel qu'en soit le prix. Ce qui est intéressant à ce sujet, c'est le soutien dont bénéficient ces durs en Iran, et pas seulement de la part des chiites les plus conservateurs sur le plan religieux qui ont longtemps constitué la base électorale principale de la République islamique. Hier, le Wall Street Journal a publié un article fascinant sur une nouvelle vague de nationalisme iranien, amenant des gens jusque-là peu favorables au régime à soutenir la ligne dure. Un entrepreneur de 34 ans a été si violemment battu par les forces du régime lors des manifestations de 2022 qu'il serait resté immobile plusieurs jours et a aussi été gazé lors des manifestations de janvier. Pose maintenant en uniforme pour des photos après avoir rejoint l'armée iranienne. Évidemment, c'est un cas de conversion assez extrême, mais il n'est pas le seul. Un enseignant de 40 ans ayant manifesté contre le hijab en 2022 participe désormais au rassemblement pro-régime à Téhéran. Et cette faction nouvellement renforcée, plus radicale, a adopté une approche étonnamment clémente envers les manifestations dans le pays lorsqu'elle critiquait le régime, ou du moins certains responsables du régime. Ce sont les responsables les plus ouverts à la négociation. Nous ne voudrions toutefois pas tenter notre chance en organisant une marche à Téhéran pour demander le retour du Shah. Lors des funérailles du défunt Ali Khamenei, ce phénomène s'est manifesté à plusieurs reprises. Lorsque le président Pezeshkian, un fervent partisan des négociations avec l'Occident et un opposant fréquent au CGRI, est apparu, il a été accueilli par des slogans de mort aux traîtres. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a été suivi par une foule nombreuse brandissant des drapeaux rouges, symbole de vengeance, le qualifiant à plusieurs reprises d'homme sans honneur pour vouloir faire des concessions à l'Occident. Et même si le régime n'est pas vraiment populaire ici, il n'est pas dans le même état qu'en janvier, lorsque la République islamique connaissait certaines des manifestations les plus intenses et les plus répandues de toute son existence. Cela malgré la détérioration économique du pays, déjà dans un état aussi mauvais qu'on puisse l'imaginer en début d'année. Cela pourrait être le principal problème de la stratégie de Washington. Fondamentalement, toute l'opération Epic Fury ainsi que la nouvelle opération, quel que soit son nom, repose sur le principe qu'il existe un mécontentement généralisé en Iran envers le régime. Par des bombardements, des souffrances économiques ou les deux, les États-Unis pourraient forcer Téhéran à voir la lumière et à accepter de faire des concessions. Fait intéressant, c'est plutôt le contraire qui semble s'être produit. Le nationalisme peut vraiment être une drogue, après tout.
Si la République islamique était déjà inflexible lors des négociations précédant la guerre, alors même que des manifestations se déroulaient dans tout le pays, il est difficile de l'imaginer devenir plus conciliante envers Washington prochainement. La suite des événements est vraiment incertaine. Il est assez clair que le protocole d'accord est soit mort, soit en soins intensifs, et les États-Unis sont prêts à accepter un retour à l'action militaire. Le président Trump a officiellement informé le Congrès qu'il entame, selon lui, une nouvelle guerre avec l'Iran. Cela lui donnerait, selon la loi sur les pouvoirs de guerre, 60 jours de plus pour employer la force militaire qu'il jugera appropriée sans l'accord du Congrès. Possibilité de prolonger de 30 jours si besoin. Cette affirmation est juridiquement douteuse, mais il est peu probable qu'elle soit rapidement tranchée. Trump renouvelle ses menaces d'attaquer davantage les infrastructures iraniennes, y compris les installations de production d'énergie. Et même s'il n'a pas les antécédents les plus crédibles quand il s'agit de mettre ces menaces à exécution souvent faites pendant l'opération Fureur épique, cette fois-ci, cela paraît un peu différent. À l'époque, après tout, un accord était au moins théoriquement possible. Si 300 milliards de dollars ne suffisent pas à convaincre les Iraniens, Trump pourrait finalement mettre ces menaces à exécution. Merci d'avoir regardé.